Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, nous allons parler de BlackRock et de son règne mondial avec différents points que malheureusement très peu de personnes connaissent sur cette dictature de Londres. Vous allez voir que de Davos jusqu'à l'Elysée, son PDG Larry Fink ne réclame rien du tout à la lumière et que malgré tout, il obtient absolument tout dans l'ombre. Ses anciens banquiers deviennent ministres, ses conseillers rédigent des régulations qui doivent le contrôler. Les PDG des très grosses entreprises l'écoutent à la baguette. Bref, je vous ai traduit un documentaire de More Perfect Union qui vous explique tout ça et que je vais vous commenter. Bon visionnage. Je me trouve devant le siège social d'une entreprise qui gère 10 600 milliards de dollars. C'est plus de la moitié du PIB des États-Unis. La dernière fois, j'ai parlé du groupe de conseil McKinsey, qui est plutôt louche, et vous m'avez demandé une chose. BlackRock. Nous y voilà donc. BlackRock fait l'objet de nombreuses spéculations en ligne. Il existe un robot qui contrôle plus de richesses que n'importe quel pays sur Terre. En réalité, le commandant en chef est Larry Fink. Ils détiennent des actions dans 95% des entreprises du classement Fortune 500 et ont été engagés par des gouvernements du monde entier pour les aider à gérer des crises financières, voire simplement à mener leurs opérations normales. Cela signifie que pratiquement chaque fois que vous interagissez avec l'économie, que vous travaillez, achetez des choses, conduisez votre voiture, allez à la banque, quoi que ce soit, vous interagissez avec BlackRock. Et ces 10 600 milliards de dollars ne sont pas vraiment leur argent, ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons. Ils prétendent n'être que des investisseurs passifs, ce qui semble inoffensif, n'est-ce pas, même si j'adore les bonnes théories du complot et que je sais qu'il y a une corne d'abondance sur le logo Fruit of the Loom. Dans quelle mesure s'agit-il vraiment d'un complot? Je voulais découvrir la vérité derrière BlackRock et les autres gestionnaires d'actifs presque identiques, State Street et Vanguard, connus sous le nom des Big Three. Contrôlent-ils activement le monde et le façonnent-ils à leur avantage? Ou sont-ils des investisseurs passifs qui surfent simplement sur la vague de l'expansion économique américaine? Restez avec moi. Nous aborderons bientôt les aspects effrayants, mais parlons d'abord de quelques notions financières de base qui confèrent leur pouvoir à BlackRock. Ce que fait réellement un gestionnaire d'actifs, le principal produit qu'il propose, les fonds indiciels, sa faille préférée, la passivité, et sa position dans notre économie, la propriété universelle qui ne semble pas du tout effrayante. BlackRock est un gestionnaire d'actifs et le service qu'il offre consiste à prendre l'argent d'un client et à le faire fructifier. Son existence repose sur une invention importante des années 70. Plus passionnant encore, le fonds indiciel. Il a été lancé par le premier PDG de Vanguard et offre aux investisseurs un moyen d'investir dans plusieurs actions à la fois. Ainsi, au lieu de miser gros sur quelques entreprises individuelles, vous misez un peu sur toutes les entreprises de l'indice. En gros, sur l'ensemble du marché. L'indice suit au moins une trajectoire stable. C'est comme si au lieu de parier sur un cheval, vous pariez sur tous les chevaux à la fois. Les fonds indiciels sont une forme de fonds commun, de placement, le moyen le plus courant pour les gens de mettre leur argent en commun afin de réaliser des investissements importants. Mais quelqu'un doit être chargé de mettre tout cet argent en commun et de le gérer, et c'est le rôle d'un gestionnaire d'actifs, c'est-à-dire BlackRock. Les fonds indiciels et les ETF sont leurs principaux produits et ils sont assez similaires. Ils sont populaires parce qu'ils présentent moins de risques, offrent des rendements plus réguliers et sont moins coûteux pour les gestionnaires d'actifs qui n'ont pas à payer quelqu'un pour passer des ordres toute la journée. Ce à quoi, selon des études, ils ne sont pas très doués. Ignorer simplement la folie de la spéculation à court terme, c'est absolument un jeu perdant. Donc si le marché est en hausse de 7%, aujourd'hui votre fonds indiciel l'est aussi. Au lieu d'acheter et de vendre constamment les actions, comme le font les investisseurs actifs, BlackRock, ces grands gestionnaires d'actifs, achètent un peu de chaque entreprise et conservent ces actions pratiquement indéfiniment. C'est ce qu'on appelle l'investissement passif, un titre qui leur confère une grande marge de manœuvre juridique dont ils ne bénéficieraient pas autrement. Ils détiennent tellement d'actions qu'il leur serait impossible de vendre d'un seul coup toutes leurs actions d'une même société. Quand on pense à l'investissement passif, on ne peut pas vendre une entreprise tant qu'elle figure dans l'indice. La plupart des fonds gérés par les gestionnaires d'actifs proviennent d'investisseurs institutionnels. Il s'agit de grands fonds de pension, de compagnies d'assurance, d'organisations à but non lucratif et de fonds de dotation universitaires. Mais si tous les fonds qu'ils gèrent sont entre les mains de ces grandes institutions, la plupart proviennent en réalité de particuliers. Les régimes de retraite publics et privés, les titulaires de plan 401K, les frais de scolarité universitaire et toute personne ayant une assurance. Et en France, devinez quoi, sous le régime aussi déviant qu'autoritaire de Macron, la loi Pacte et les plans d'épargne retraite PER ont ouvert la voie, comme par magie, à des produits totalement privés gérés par des sociétés comme BlackRock. Donc en gros, la politique actuelle organise un déplacement de la retraite publique vers la finance privée, dont BlackRock sera l'un des bénéficiaires majeurs. Et comme nous le verrons un peu plus tard, en faisant ça, nous donnerons encore plus de pouvoir à tous ceux qui nous pourrissent la vie tous les jours. Et écoutez, C'est votre argent, mais il ne vous revient pas toujours.
Vous n'avez pas non plus votre mot à dire sur les entreprises dans lesquelles il est investi. Bien qu'il souhaite obtenir de bons rendements sur ses investissements, contrairement à ce que nous pensons des investisseurs du type le loup de Wall Street, ce n'est pas en réalité leur objectif principal. Ils tirent leur profit des frais qu'ils facturent à leurs clients et non des rendements sur l'argent qu'ils investissent. J'ai discuté avec Benjamin Brown, professeur d'économie politique à la London School of Economics. Il a rédigé plusieurs études sur le rôle des gestionnaires d'actifs dans notre économie et notre société. Les commissions que vous percevez si vous êtes BlackRock augmentent lorsque la valeur marchande des actifs que vous gérez augmente. Vous maximisez vos actifs sous gestion en conquérant de nouveaux clients et en incitant vos clients existants à vous confier davantage d'argent. Lorsque vous disposez de 10 000 milliards de dollars, vous devez les placer quelque part et finalement ce quelque part devient partout. La propriété universelle désigne le fait de détenir des actions dans l'ensemble des entreprises cotées en bourse. Les trois grands gestionnaires d'actifs, BlackRock, Vanguard et State Street, détiennent une participation importante, mais encore relativement modeste, dans toutes les sociétés cotées en bourse. BlackRock détient entre 3 et 10% des actions de toutes ces sociétés. Cela peut sembler peu, mais cela suffit pour que la vente simultanée de toutes ces actions fasse probablement chuter l'ensemble du titre, ce qui les enferme dans une sorte de passivité qui les empêche de vendre. Une participation de 5% dans une société individuelle est en réalité très importante, car si et quand l'actionnariat est dispersé, 5% en font de vous, selon toute vraisemblance, le plus grand actionnaire de cette société. C'est pourquoi, par exemple, dans de nombreuses études universitaires, 5% est considéré comme le seuil de contrôle. Il n'y a pratiquement aucune différence entre Vanguard, BlackRock et State Street et même un certain nombre d'autres gestionnaires d'actifs en termes de modèle économique. On peut alors se demander si les trois grands détiennent ensemble 25% des actions d'une entreprise, alors le seuil est clairement dépassé. Zoomons sur Amazon. Les trois grands détiennent 16% de toutes les actions Amazon en circulation. Jeff Bezos n'en détient que 9%. En théorie, les propriétaires universels devraient avoir intérêt à maximiser les profits à long terme dans l'ensemble de l'économie. Mais ce n'est pas ainsi qu'il fonctionne dans la pratique. Le nombre d'actions que vous détenez détermine le nombre de voix dont vous disposez. BlackRock figure presque toujours parmi les 3 premiers, voire les 5 premiers s'ils se sentent à court d'argent. Cela représente donc beaucoup de voix. Et n'oublions pas que ce n'est pas l'argent de BlackRock qui est investi, c'est le fonds de pension de votre père et l'énorme pile d'économie de votre assureur. Cela peut sembler fou, mais lorsque vous placez votre argent dans un fonds de pension, vous cédez vos droits de vote au gestionnaire du fonds de pension. Et lorsque le gestionnaire du fonds de pension place tous ses fonds sous le contrôle d'un gestionnaire d'actifs, il cède tous ses droits de vote au gestionnaire d'actifs. Cela ressemble un peu à un système pyramidal. Et oui, quand vous achetez un ETF BlackRock, vous cédez automatiquement tous vos droits de vote au gestionnaire d'actifs, qui dans ce cas est BlackRock. Et BlackRock vote donc au nom de millions d'épargnants sans jamais, bien sûr, les consulter. Du coup, bien évidemment, BlackRock concentre un pouvoir décisionnel qui est absolument colossal et qu'il exerce selon ses propres critères idéologiques, genre escroquerie climatique et autres conneries du genre. Et écoutez. Et comment utilisent-ils réellement ces droits de vote? Une étude réalisée en 2017 a révélé que les gestionnaires d'actifs votaient presque toujours conformément aux recommandations des dirigeants de l'entreprise. Et pourquoi votent-ils toujours conformément à la direction de l'entreprise? Dans les années 80, les dirigeants d'entreprise dépensaient l'argent de l'entreprise pour des achats liés à l'entreprise, comme des jets privés, des bureaux luxueux ou parfois pour payer leurs employés. Cela attrista les investisseurs car ils voulaient ces bénéfices. Ils commencèrent donc à offrir aux dirigeants d'entreprise, en plus des primes et des avantages sociaux, des options sur actions. La rémunération totale des cadres était désormais liée à jamais aux résultats de l'entreprise. Ils peuvent pousser les dirigeants, les chefs d'entreprise à agir davantage dans l'intérêt des actionnaires, c'est-à-dire dans l'intérêt des profits de l'entreprise, et à faire davantage pour maximiser les profits de l'entreprise. Cela permet de rediriger l'argent vers les investisseurs qui comprennent désormais les dirigeants et d'éloigner tout espoir d'améliorer le fonctionnement des entreprises ou d'inclure les employés dans les profits générés par leur travail. Voilà, donc maintenant, vous le savez, si vous travaillez dans une très grosse boîte cotée en bourse et que votre salaire est une misère, c'est tout à fait normal, c'est même l'objectif. Le PDG veut distribuer un maximum de dividendes à tous les actionnaires d'en haut, dont il fait bien évidemment partie. Pour eux, les employés ne représentent qu'un coût de fonctionnement de l'entreprise qui doit toujours être réduit au minimum afin de toujours booster les bénéfices pour les gens d'en haut. C'est pas une question de période de crise, c'est juste une stratégie pour que eux gagnent toujours le maximum et pas vous. Et écoutez.
À l'époque, comme celle de mes grands-parents, davantage de gens ordinaires possédaient des actions et l'idée que chaque actionnaire pouvait voter sur des questions telles que les élections au conseil d'administration, les fusions et acquisitions, la rémunération des dirigeants et de temps en temps les salaires, c'était une sorte de démocratie pour les personnes disposant d'un revenu disponible. Le gouvernement est l'affaire du peuple et chaque homme, femme et enfant devient actionnaire dès qu'il paye son premier centime d'impôt. En 1945, 94% des actions étaient détenues par des ménages, mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les ménages détiennent plutôt 40% du marché boursier, dont environ la moitié appartient aux 10% les plus riches. Aujourd'hui, les 1% les plus riches détiennent 50% des actions des entreprises et des fonds communs de placement, tandis que les 10% les plus riches en détiennent 86%. Pensez-vous que cette partie jaune représentait tous les autres? Non. La petite partie verte en bas représente la moitié la moins riche des Américains. On entend souvent dire que ce qui est bon pour les actionnaires est bon pour tout le monde, car en particulier aux États-Unis, où les actifs de retraite sont majoritairement investis dans des actions d'entreprise, tout le monde est actionnaire. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Les 50% les plus pauvres ne possèdent pratiquement aucune action. La grande majorité des actions est détenue par les 10% les plus riches. Et parmi ceux-ci, les participations sont même très concentrées dans le 1% supérieur. Et si la stratégie est choisie par les entreprises parce que les gestionnaires d'actifs votent en leur faveur ont un impact sur tout le monde, elles ne profitent qu'à la moitié de la population, même de manière minime, et nuisent souvent à l'autre moitié, celle qui ne détient aucune action. Prenons l'exemple du salaire des travailleurs. BlackRock et d'autres gestionnaires d'actifs jouent un rôle important dans la stagnation des salaires. Si vous êtes une entreprise, vous ne pouvez augmenter vos profits que de certaines manières. Et vous pouvez toujours à court terme augmenter les rendements pour les actionnaires en exploitant les travailleurs. Ce type de monopole exercé par Uber nuit donc considérablement aux travailleurs, aux consommateurs et même aux petites entreprises. Et oui, tout le peuple des plus pauvres aux classes moyennes, dont le seul revenu dépend du travail, subit massivement la stagnation des salaires créée par ce monopole de gestionnaires d'actifs. Et le peuple d'en bas subit également l'augmentation du coût de la vie créée par ces mêmes gestionnaires d'actifs pendant que leur dividende est en train d'exploser. Donc comme dit Macron, c'est pas un ruissellement vers le bas, mais tout le contraire, un ruissellement massif vers le haut, vers ceux qui sont déjà très très riches, agavés. Écoutez. Et c'est là que cela devient intéressant. Il existe des preuves que ce type de propriété universelle est en partie responsable du fait que tout est si cher de nos jours. Par exemple, ils détiennent des participations importantes dans Nike, Adidas, Lululemon et Under Armour. Si l'une surpasse l'autre, c'est la même chose du point de vue de BlackRock. Et parfois, cela peut même faire perdre de l'argent des investisseurs si les entreprises commencent à baisser leurs prix pour être plus compétitives. C'est la logique de la propriété universelle à l'œuvre, mais c'est aussi une logique anticoncurrentielle à l'œuvre. Le fait que les 5 compagnies aériennes, toutes les grandes banques par exemple, aux États-Unis, aient les mêmes grands actionnaires, crée un danger et un risque que ces sociétés ne se livrent pas à la concurrence de la même manière qu'elles le feraient si elles avaient chacune des actionnaires différents. Car dans ce monde, chaque actionnaire soutiendrait son entreprise et espérerait que celle sur laquelle il a misé surpasse le marché. C'est en quelque sorte un néo-monopole où les entreprises n'ont même plus besoin de fusionner et de s'acheter les unes les autres car elles envoient toutes leurs bénéfices aux mêmes personnes, quoi qu'il arrive. Et leur participation importante dans pratiquement toutes les entreprises leur permettent d'avoir des amis haut placés. Entre 2014 et 2015 seulement, BlackRock a mené plus de 1500 engagements privés avec les entreprises de son portefeuille. BlackRock estime apparemment que les réunions à huis clos peuvent avoir plus d'impact que les votes contre la direction et accorde généralement un délai d'1 an à la direction avant de voter contre elle. Elle compte également de nombreux amis au sein du gouvernement. Il existe une sorte de porte tournante entre BlackRock, le gouvernement et les organismes internationaux qui élaborent la politique monétaire. Des organismes tels que le Trésor américain, la Réserve fédérale, la Banque centrale du Canada, certains pays européens comme la Suède, ainsi que le Fonds monétaire international et le Forum économique mondial. Depuis 2004, BlackRock a embauché au moins 84 anciens fonctionnaires, régulateurs et banquiers centraux du monde entier. L'intersection entre la politique et les affaires n'a jamais été aussi forte. Larry Fink lui-même siège au conseil d'administration du Forum économique mondial et a même tenté de se faire nommer secrétaire au Trésor de Hillary Clinton en 2016.
Alors évidemment, le réseau d'influence de BlackRock en France et en Europe est absolument gigantesque. C'est un maillage d'anciens hauts fonctionnaires, de ministres et de décideurs qui sont passés de la sphère publique à la sphère privée. En France, Emmanuel Macron a rencontré en 2017 Larry Fink, PDG de BlackRock, avant que Jean-François Cirelli, ancien conseiller de Jacques Chirac et ex-président de GDF Suez, prenne la tête de BlackRock France et reçoive la Légion d'honneur. Ensuite, sous Macron, bien évidemment, la Légion d'honneur de nos jours ne veut absolument plus rien dire. Et à la Commission européenne, ce repère de brigands, BlackRock est bien sûr très actif, cumulant des rencontres totalement officielles avec des commissaires européens pour réguler bien sûr la finance et les retraites en leur faveur. Et écoutez. Et en 2008, ils ont conclu une affaire très intéressante. Les traders affirment que c'est la journée la plus folle qu'ils aient connue sur ces marchés. Les traders Chevrolet affirment n'avoir jamais rien vu de tel. À la suite de cela, le gouvernement a créé le Conseil de surveillance de la stabilité financière, FSOC, afin de superviser les entités telles que BlackRock qui contrôlent beaucoup d'argent mais ne sont pas des banques. Le FSOC a désigné BlackRock comme une organisation si importante que sa faillite pourrait provoquer un nouvel effondrement et a tenté de lui imposer une surveillance supplémentaire. Mais BlackRock a doublé ses dépenses de lobbying politique, notamment en menant une campagne publicitaire très ciblée dans le métro de Washington. Et a réussi à échapper à la surveillance dont font l'objet les autres grandes institutions financières. Revenons à cette faille qu'ils aiment appeler la passivité. Ce sont les membres de BlackRock eux-mêmes qui décident s'ils sont suffisamment passifs pour continuer à ne pas être contrôlés par le gouvernement. En gros, BlackRock et d'autres gestionnaires d'actifs doivent soumettre des lettres annuelles pour certifier eux-mêmes qu'ils ont respecté les conditions de l'investissement passif. C'est comme si on vous autorisait à écrire ce que vous voulez sur vos déclarations fiscales, puis à vous contrôler vous-même. Sauf si vous disposez également de 10 000 milliards de dollars, ce qui n'est pas le cas, à moins que vous ne regardiez cette vidéo et que vous soyez Larry Fink, mon cher ami. Je vais donc supposer que ce n'est pas le cas. Ce qui me sidère vraiment, c'est que cette entreprise a déjà mis tous les œufs dans le même panier et semble gagner de l'argent sur le dos de tout le monde. Mais cela va encore plus loin. Les plus gros investisseurs de BlackRock sont Vanguard et State Street. Et les plus gros investisseurs de Vanguard sont BlackRock et State Street. Et les plus gros investisseurs de State Street sont, vous l'avez deviné, BlackRock et Vanguard. Les gestionnaires d'actifs sont les actionnaires des gestionnaires d'actifs. Et cela vaut pour toutes les sociétés financières et pas seulement pour les sociétés cotées en bourse, mais aussi pour les sociétés de capital investment qui rachètent des assureurs privés. Le secteur financier est donc en fait propriétaire de lui-même. Les plus grandes entreprises qu'il possède les possèdent en retour, créant ainsi une boucle qui aspire l'argent et ne semble jamais le recracher. Ils jouent sur tous les tableaux car à un certain moment, on ne peut pas perdre quand on joue contre soi-même. Revenons donc à nos questions initiales. BlackRock possède-t-il tout? Non. Mais contrôle-t-il tout? En quelque sorte. Ils tirent profit de chaque aspect de votre vie tout en contrôlant le minimum nécessaire pour s'assurer de pouvoir continuer à tirer profit de chaque aspect de votre vie. Ils sont payés par les fonds de retraite des enseignants pour le faire et ils s'en tirent en échangeant constamment de l'argent contre du pouvoir et en exploitant les failles juridiques. Cela vaut la peine d'être pointilleux ici pendant un instant. Ils ne possèdent pas tout. Ils détiennent des parts dans tout, ce qui leur confère un contrôle disproportionné. Ainsi, même s'ils ne sont pas nécessairement ceux qui prennent toutes les décisions importantes dans chaque entreprise, c'est leur influence et cette gigantesque structure de propriété universelle qui contribuent à agrandir leur part du gâteau et à réduire la nôtre. C'est l'objectif ultime de l'Investor Management Alliance. Vous vous souvenez de la partie où ils sont responsables de signaler leur propre passivité au gouvernement? Le Bureau de protection financière des consommateurs et la FDIC s'efforcent de changer cela et de faire en sorte que les gestionnaires d'actifs qui détiennent des parts importantes dans des banques comme BlackRock soient réglementés comme des banques. Les gestionnaires d'actifs, bien sûr, ne sont pas contents et font pression contre cette mesure. Il sera donc difficile de les réglementer davantage. Et cela ne résout qu'une partie d'un problème beaucoup plus vaste. Nous n'avons plus l'ancien système de démocratie actionnariale. Nous avons plutôt une oligarchie actionnariale où les personnes qui ont le plus de pouvoir sur la destination de notre argent et de nos biens sont incitées à rendre ces biens moins performants, plus chers et moins efficaces pour nous. Mais BlackRock n'a pas créé ce système, ils l'ont simplement utilisé à leur avantage. Et je pense que nous méritons un système meilleur dans lequel ceux qui créent la richesse ont leur mot à dire sur son utilisation.
Voilà donc en conclusion, le pouvoir de BlackRock dépasse désormais le simple domaine financier. Il s'immisce totalement au cœur des politiques publiques européennes. En France, son influence s'exprime à travers les retraites et la gestion d'actifs. À Bruxelles, elle se manifeste via des contrats de conseil et un lobbying massif sur la réglementation verte, la fameuse escroquerie climatique. Et un fait incroyable, BlackRock est maintenant capable de fixer leurs propres règles qu'ils sont censés suivre. Donc en gros, BlackRock est devenu son propre gendarme. C'est hallucinant, mais c'est vrai. Une chose est sûre, c'est que tant que BlackRock existera, les peuples resteront toujours les esclaves d'un système qui les considère pas comme des humains, mais comme de simples coûts de fonctionnement. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.